À travers le temps et les époques, vous avez pu constater que l'humain a eu un impact significatif sur le marais de la rivière aux Cerises, du dépotoir au chemin de fer en passant par le développement urbain. Heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de notre empreinte, malgré qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et un des gros défis que nous avons, particulièrement au marais de la rivière aux Cerises, mais je pense que c'est le cas pour plusieurs milieux naturels, c'est qu'on veut garder ces milieux-là accessibles pour tout le monde. En même temps, on doit les protéger. Alors franchement, c'est à chacun d'entre nous de jouer pour s'assurer qu'on le fait de façon responsable. Une des principales menaces qu'il y a pour les milieux naturels, c'est d'être enclavé. C'est un des problèmes qu'on a au marais de la rivière aux Cerises. Quand on dit qu'un milieu est enclavé, c'est qu'il va être entouré soit par des constructions, habituellement par des constructions humaines, ça peut être des routes, ça peut être des quartiers résidentiels. Donc, quand on regarde une carte du marais, on voit très bien, hein, il y a des routes de chaque côté. Là, on ne voit pas le haut, mais il y a le chemin Couture qui passe juste en haut du marais. Puis, si on monte un petit peu plus au nord, bien évidemment, il y a l'autoroute 10. Quand un milieu est enclavé comme ça va avoir des impacts surtout sur les populations animales qui vont être limitées dans leurs déplacements. Donc, on peut se retrouver avec un appauvrissement de la richesse des populations là, à l'intérieur d'un milieu. Quand on regarde les photos aériennes à différentes époques, donc on a pu reculer, on a eu des photos jusqu'à 1933 où on a des belles photos aériennes là, de la région. Donc tout le lac était photographié comme c'était un lac transfrontalier. Il y a beaucoup de documentation sur ce lac-là, donc on a eu de la chance. Puis en 1933, on voit que les principales routes sont déjà toutes là. Donc la rue Mary, qui est à l'ouest, le chemin Couture au nord, le chemin Roy, la 112, qui était un petit peu plus au sud, mais qui était quand même déjà là. Et puis le chemin de fer là, qui passait également près de la 112. Donc, il était déjà enclavé en 1933, mais évidemment avec des chemins de terre, des chemins qui étaient beaucoup moins utilisés. Donc, ça avait moins d'impact sur les populations animales que ce qu'on voit aujourd'hui. À travers le temps, ce qu'il y avait autour du marais s'est beaucoup développé. En 1933, toute la partie forestière du marais, donc ce qui abrite aujourd'hui tous nos sentiers forestiers, c'était des champs agricoles. De l'autre côté du marais, toute la rue du Moulin, c'était aussi agricole. Donc, on était vraiment là dans un milieu très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on regarde les photos de 1966, là, les quartiers résidentiels se sont rapprochés un petit peu. Le début de la rue du Moulin a été développé. Il reste encore un petit peu d'agriculture du côté de Dumoulin. Mais du côté du chemin Roy, on est encore en agriculture, mais on voit que probablement que c'est plus des cultures comme telles, c'est peut-être plus du bétail parce que la végétation a changé. Les photos suivantes qu'on a pu avoir, c'est 78. En 78, là, la forêt a commencé à pousser. Donc, il n'y a plus d'agriculture qui se fait du côté du moulin et du côté du chemin Roy. Et du côté du moulin, c'est aussi la fin là, de l'agriculture très près de Magog. Donc, on a les quartiers résidentiels qui se développent. Puis les quartiers résidentiels du côté de la rue du Moulin se sont développés jusque pendant les années 2000 et se développent toujours. Donc, on a perdu plusieurs parties. Là, ici, sur la photo que j'ai derrière moi, on a encore de la forêt dans certains secteurs qui, en réalité, n'est plus là. Donc, on voit que l'enclavement devient de plus en plus solide. Donc, de là, l'importance à protéger ce qui nous reste. Au sud, ce qui est particulier, c'est que ça n'a pas été enclavé, ça a été remblayé. Donc, dans les années 50, ça s'est développé beaucoup. Toutes les parties où aujourd'hui on voit des condos, la rue Cabana, donc tout près de la plage des Cantons, tout ça, on était dans le marais. Puis ça a été remblayé pour pouvoir faire des constructions, pour pouvoir faire le parc municipal, le club de voile. Donc, c'est tous des endroits là, qui ont été remblayés tranquillement. Évidemment, c'était la mentalité de l'époque. Hein? Ce n'était pas un milieu qui était valorisé. Donc, il y a 30 environ du milieu humide qui a été perdu entre 1930 et aujourd'hui.
Quand on parle des façons de penser de l'époque, on a même trouvé un plan d'urbanisme de la ville de Magog qui date de 1950, où le développement était déjà prévu. Ça n'arrêtait pas à la rue du Moulin comme présentement. Donc, les terrains, les rues étaient déjà dessinés pour venir remplir tout le marais par du remblai. Les rues étaient déjà nommées, les numéros de porte étaient déjà donnés pour chaque lot qu'il devait y avoir ici. Heureusement, les mentalités ont changé avant que ça puisse se faire. Puis peut-être qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des difficultés à construire sur du remblai dans un milieu humide. C'est pas évident quand on a 60 pieds de creux de tourbière à essayer de remblayer. On se retrouve avec des petits problèmes. Ceux qui vont marcher au parc de la plage des Cantons durant l'été, ils se rendent compte que c'est humide pas mal. Ici, on est sur le bord de ce qu'on appelle le Gros Étang, qui est vraiment là, tout près du chemin roi. Cet étang-là, même s'il est complètement naturalisé aujourd'hui, c'est un étang artificiel. Donc, c'est un étang qu'on voit apparaître sur les photos aériennes d'époque dans les années 60. Donc, avant ça, sur les plus anciennes photos, c'est un champ agricole. Il n'y a absolument rien ici. Puis, dans les années 60, on voit qu'ils ont commencé à creuser l'étang. Donc, il y en a peut-être la moitié du gros étang qui a été fait sur la photo de 1966. Ça correspond aussi à la période d'exploitation du dépotoir. Puis, on sait que les déchets étaient recouverts de terre. Donc, on pense qu'ils ont probablement fait un 2 pour 1. Donc, ils ont creusé les étangs en même temps qu'ils se servaient de la terre là, pour ensevelir, renaturaliser le site, recouvrir les déchets. Donc, si on va sur les photos un peu plus loin, en 1978, là, les deux étangs ont été créés. Le gros étang qui est ici, puis un plus petit étang qui est juste un peu plus loin. Donc, le gros étang se déverse dans le petit étang, qui, lui, se déverse ensuite dans la forêt, dans la cédrière humide. Ce qu'on nous a dit, les témoignages qu'on a eus, c'est rien de couler dans le béton. Le propriétaire avait eu l'intention de faire une pisciculture, donc de faire des étangs à truites. Donc, mais on n'a pas de témoignage qui dit qu'il y a déjà eu des poissons dans ces étangs-là. Puis présentement, la seule espèce de poisson qui reste, c'est l'umbre de vase, qui est un tout petit poisson qui est probablement arrivé de façon naturelle là, par la sauvagine qui habite cet étang-là. Aujourd'hui, l'étang est complètement naturalisé. Donc, c'est un étang qui va abriter une faune, une flore qui est très représentative de la région. On va avoir de la sauvagine qui se reproduit ici. On a des nichoirs pour les canards arboricoles qui se trouvent tout autour. On va avoir de la bernache, du colvert, du héron vert, donc vraiment là, une grande variété d'oiseaux, grenouilles. Et puis, dans les plantes, ce qui est particulier, là, on est encore un peu tôt dans l'été, mais durant l'été, on va voir beaucoup de riz sauvage qui va apparaître là, dans cet étang-là. Elle va en être pratiquement recouverte. Ici, on se trouve sur le sentier des Pérylines, qui se trouve à traverser l'ancien dépotoir du marais de la Rivière-aux-Cerises. Le plateau sur lequel on se trouve en ce moment, c'est 30 pieds d'épais de déchets accumulés. Donc, sur le belvédère où on se trouve, on voit très, très bien le dénivelé qui est en arrière de moi. Donc, la terre naturelle, donc le dénivelé naturel devrait être beaucoup plus bas. C'est l'amoncellement de déchets là, qui a créé ce plateau-là. On en a un autre un petit peu plus bas qui est à côté, qui est un petit peu moins épais. Mais c'est vraiment entièrement des déchets. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas retirer ces déchets-là. Donc, pour pouvoir retirer les déchets, ce serait sûrement des milliers de tonnes de déchets, il faudrait retirer aussi tout l'écosystème qui s'est bâti par-dessus. Donc, le dépotoir a été actif de 1960 à 1970 environ.
C'est très court, mais il y a énormément de déchets qui ont été amenés ici par les citoyens de la région. Donc, on parle autant de déchets domestiques, des bouteilles, des jouets d'enfants, des plus gros déchets, donc des poêles à bois, des tanks à eau chaude, des tanks d'huile à chauffage, des véhicules, des frigos. Donc, on a vraiment retrouvé un petit peu de tout ici. Donc, ce qui a été fait à travers les années, c'est de ramasser ce qui est apparent, ce qui est en surface. Les premières corvées de nettoyage, comme on appelait, ont été faites en 97, en 96 même, avec Action Saint-François, un organisme de la région. Puis, c'est 60 tonnes de déchets qui ont été ramassés en 1 an. Donc, évidemment, ça a été fait avec des bénévoles, quelques outillages, une grue qui est venue pour certains morceaux, puis des conteneurs. Donc, ça a tout été retiré. Il y avait vraiment des gros morceaux à ce moment-là. Donc, on a retiré des voitures, des frigos, donc vraiment des grosses pièces. Depuis ce temps-là, on continue de faire des activités de nettoyage régulièrement, mais là, c'est pour ramasser ce qui ressort à la surface. Donc, du verre, du métal, un petit peu de plastique, mais très peu. Comme c'était brûlé régulièrement, il reste assez peu de plastique là, dans ce qu'on trouve. Mais donc, on continue de ramasser là, à chaque année là, ce qui ressort du dépotoir. Quand on a fait des recherches sur ce dépotoir-là, on nous disait que c'était un dépotoir clandestin. Hein? C'est un dépotoir quand même qui se déverse dans le milieu humide. Sauf qu'au fil des recherches, puis des témoignages qu'on a eus par des personnes qui l'ont fréquenté, on s'est rendu compte que ce n'était pas si clandestin que ça. Donc, c'est un dépotoir quand même qui avait des chemins bien organisés pour venir porter les choses. Il y avait des bulldozers qui étaient utilisés régulièrement pour pousser les objets en bas de la pente. Donc, c'était la méthode qui était utilisée. Donc, on mettait les déchets où est-ce qu'on était rendu, puis on poussait, on poussait, on poussait. Puis c'est comme ça, tranquillement, que les plateaux s'est formés. Donc, on voit vraiment, là, le plateau a plus de 30 pieds de hauteur. Donc, il y a énormément de déchets. Pour pas qu'il y ait trop de déchets, trop de vermine, le dépotoir était aussi brûlé 1 fois par semaine. Donc, il mettait le feu pour que les déchets organiques soient brûlés le plus possible. Comme ça réduisait la quantité de rats. Il y avait aussi une presse à déchets à l'entrée du dépotoir, donc vraiment un bâtiment qui avait été conçu pour ça. Donc, on voit que c'était pas un dépotoir clandestin. Là. Il était très, très bien connu dans la région. Il a été actif seulement 10 ans, mais c'est 10 ans dont les citoyens se rappellent beaucoup. On a eu nombre de témoignages, surtout de gens qui étaient très jeunes à l'époque, puis qui venaient se pratiquer au tir à carabine sur les rats. Donc, beaucoup de gens nous ont raconté ça. C'était l'endroit où le soir, les jeunes se rassemblaient puis se pratiquaient au tir à carabine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.